Welcome to the midday bilingual edition of the news on Equinox Television, live from Douala, Cameroon. Thanks for joining us. And the first part of this newscast is in the French language with Julien Bert-Bissay. Julien Bert-Bissay, good afternoon. Bon après-midi à vous, Fomi Armstrong Sanda. Mesdames et messieurs, bon après-midi. Merci de choisir Equinox Télévision pour vous informer. Mancho BBC et Félix Galim s'engagent dans une campagne pour une rentrée scolaire effective dans les régions du Nord-Ouest et Sud-Ouest. Dans une déclaration, les activistes anglophones déplorent le fait qu'une révolution pacifique ait conduit à une crise d'une telle ampleur ayant des conséquences graves sur l'éducation des enfants. L'économie de cette rédaction avec Jean-Paul Chouniat. Du fond de leur cellule à la prison centrale de Yaoundé, les activistes Félix Galim et Mancho BBC appellent à un retour des élèves sur le chemin de l'école dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest, paralysées depuis le déclenchement de la crise dite anglophone en 2016. Les pères fondateurs de la révolution du cercueil avancent une vingtaine de raisons pour motiver l'impérieuse nécessité de la reprise des cours en zone anglophone, présentant surtout l'éducation, d'abord comme un droit humain fondamental, puis un moyen de lutte contre les injustices, en même temps que cette éducation est un catalyseur de développement. La boycotter serait par conséquent une injustice contre les couches pauvres de la population et surtout la jeunesse. Dans cette sortie épistolaire, les deux activistes relèvent que le boycott de l'éducation prépare un recul de la société à l'âge de la pierre taillée. Appelant tous les partisans et sympathisants de la révolution du cercueil et le Conseil supérieur de la jeunesse anglophone à sensibiliser et mobiliser tous les ressortissants du sud-ouest et du nord-ouest à envoyer les enfants à l'école, Mancho BBC et Félix Galim notent par ailleurs que cette crise anglophone et le boycott de l'école ont déjà des conséquences énormes sur les jeunes des deux régions. Ils énumèrent entre autres la déperdition et l'avenir compromise de toute une jeunesse, désormais victime de la consommation des drogues, des viols, des grossesses indésirées, des maladies sexuellement transmissibles, des meurtres involontaires, de l'expansion du travail des enfants, la recrudescence des enfants soldats et enfants de la rue au sud-ouest et au nord-ouest. L'appel de détresse et le cri de cœur de Félix Galim et Mancho BBC seront-ils entendus au fin fond des deux régions anglophones? Là est toute la question. Le président de l'Assemblée nationale s'en est pris aux manifestants ayant perturbé le séjour du président de la République en Suisse. Kavaye Gedibril a violemment critiqué la protestation des activistes anti-Biya. Il a défendu mordicus l'engagement du président de la République à œuvrer pour le développement du Cameroun. En réaction, le député SDF Joshua Ossi indique que la priorité, c'est trouver des solutions pour mettre fin aux violences qui secouent les régions du nord-ouest et sud-ouest. Je vous propose à présent de suivre tour à tour les réactions du député Joshua Ossi ainsi que celles du président de l'Assemblée nationale, Kavaye Gedibril. Il s'exprime au micro d'Equinox Télévision. Il faut savoir que l'urgence pour le parti politique auquel j'appartiens, le SDF, et pour moi à titre personnel, c'est l'arrêt de la violence. L'arrêt de la violence ne nécessite pas nécessairement un dialogue pour y arriver. Le dialogue, c'est pour trouver des solutions à long terme et des solutions politiques à la crise. Les députés condamnent et dénoncent solennellement, avec la dernière énergie, les actes de barbares et antipatriotiques perpétrés en Suisse il y a quelques jours par une pseudo-brigade des anti-sardinards. En éducation, les dérives décriées dans la gestion des fonds de l'APE continuent de provoquer des tensions entre des parents d'élèves et les chefs d'établissement. À 2 mois de la rentrée scolaire, l'ambiance est électrique dans le campus du lycée situé dans le département du Mungo. Des parents d'élèves s'insurgent contre l'opacité et la mauvaise gestion des fonds destinés à soutenir l'éducation de leurs enfants. Jacquino Moulan, Donald Briskamga. Au lycée bilingue de l'Élève-Mointon, dans le département du Mungo, dans la région du littoral,
L'année scolaire s'achève en queue de poisson entre les parents et le proviseur. L'association des parents d'élèves et enseignants, ici en réunion extraordinaire, lève le ton pour exiger des comptes au chef d'établissement, accusé de garder secrète l'utilisation faite des fonds de l'APEE. Les parents confient payer au moins 20 000 francs CFA de frais d'APEE dans ce lycée qui compte environ 700 élèves. Le parent qui a payé l'APEE ici au lycée, c'est au moins 22 000. Et nous avons les reçus, nous avons les 22 000, nous avons les 23 000. Allons, il faut qu'on saisisse le procureur. Quand c'est une argent volé, il faut saisir le procureur. Quand on nous en donne tout le temps, on dit que non, il faut la procédure, d'abord aller chez le délégué, aller. Il faut saisir le procureur. Si c'est possible, il faut saisir la CONA. Désabusés, les parents souhaitent par ailleurs voir clair sur les dépenses faites autour du recrutement des enseignants vacataires. Les chiffres avancés par l'administration scolaire leur paraissent excessifs. Les projets du lycée affichent par ailleurs un taux d'exécution méprisable. Aucun des grands travaux prévus dans le budget n'a été exécuté. Il s'agit de la construction d'une salle de classe parce que les effectifs sont pléthoriques. Qui était prévu à 3 millions n'a pas été réalisé. Le prévisionnel, l'ordinateur fixé à 325 000, mais il n'a pas été acheté. Et les bancs pour 400 000 francs. Il y avait aussi dans ce budget de grands travaux les bancs pour 400 000 francs. La réfection et l'achat des nouveaux bancs, rien n'a été réalisé. Dans un lycée comme celui-ci, on nous dit qu'il y a 32 enseignants vacataires, 32. Ça veut dire que l'État ne nous a rien envoyé. Donc c'est pour 10 millions de dépenses. Invité à une réunion de mise au point par l'APEE, le proviseur n'a pas honoré de sa présence. Joint au téléphone par la rédaction d'Equinox Télévision, le chef d'établissement indique vaguement avoir orienté les fonds vers d'autres fins. Le délégué départemental des enseignements secondaires, Paulo Mungo, est informé de la crise qui est loin d'être un cas isolé dans les établissements scolaires au Cameroun. Mettons à présent le cap sur la région de l'Est où les employés du barrage de Lompanga revendiquent leurs droits sociaux depuis la fin du projet de construction. Malgré les engagements pris par le maître d'ouvrage, l'entreprise EDC et l'entreprise chinoise, ces employés broient du noir. Ils viennent de solliciter l'arbitrage du chef de l'État à travers une correspondance. Benjamin Essam nous en dit davantage dans ce reportage. Les ex-employés du barrage hydroélectrique de Lompanga attendent en vain de rentrer en possession de leurs droits sociaux depuis juin 2017, date de livraison du projet. 870 employés du barrage de Lompanga revendiquent en ce moment-ci non seulement le remboursement de la subvention repas prélevée sur leur salaire, également le paiement de l'indemnité complémentaire de logement, ainsi que le paiement de 4 jours de récupération par mois. Des négociations entreprises avec le maître d'ouvrage EDC, l'entrepreneur chinois CWE, les syndicats et l'inspection du travail sont restés lettres mortes. Toutes ces requêtes-là sont au niveau de l'inspection du travail et à la date d'aujourd'hui, EDC et l'entrepreneur CWE ne sont pas venus aux négociations du 28 mai, ainsi qu'aux négociations du 7 juin 2019. Le délégué du travail a donc porté le problème au niveau, n'est-ce pas, de la région de l'Est, notamment le gouverneur. La prise en charge des cas résiduels d'accidents de travail n'ont jamais trouvé de solution auprès de l'entreprise chinoise ou de la CNPS. Depuis le 2 janvier 2013 que j'ai eu l'accident à l'œil, j'étais en train de faire le tapé, vulgairement appelé, on devait gratter le sol. Les Chinois m'ont envoyé à l'hôpital, mais subitement on a arrêté l'hôpital. Ils ont dit ça va, tu vas attendre la CNPS et tout et tout. Je suis Madame Dinga, Dinga de Lompanga. Il a travaillé à Lompanga. Il est décédé le 29 février à minuit. Bon, les gens de la EDT m'ont d'abord dit que je dois rester tranquille, ils vont m'aider, ils vont me donner quelque chose que je puisse un peu envoyer les enfants à l'école. Jusqu'à aujourd'hui, non, jamais fait. J'ai même dépensé à la CNPS, fait les dossiers 3 fois déjà. Les motos, les va-et-vient, bon, pas toujours de suite.
Abandonnés à leur propre sort, ces ex-employés viennent d'écrire au président de la République pour une solution urgente à ces doléances. Et nous avons saisi le 18 juin 2019 dernier le président de la République par un mémorandum. Et quand il parle de nous, c'est les 870 ex-ouvriers qui revendiquent ces droits-là. Et à la date d'aujourd'hui, la Banque mondiale nous a accordé un délai supplémentaire jusqu'à 3 mois pour qu'on puisse utiliser les 5 milliards que EDC détient encore dans ses caisses pour régler ces problèmes. En attendant une éventuelle fumée blanche, le paiement des 800 millions de francs de droits sociaux, les ex-employés de Lompangar continuent de tirer le diable par la queue. C'est un ouf de soulagement pour les habitants de Konsamba dans le département du Mungo. Plusieurs axes routiers en état de délabrement très avancé sont en pleine réhabilitation. Xavier Foka et Cyril Diemba. Les populations de Konsamba dans le département du Mungo, région du littoral, peuvent exulter. Le tronçon foyer culturel national numéro 5, au lieu du piste, est en pleine réhabilitation. Les travaux qui s'effectuent sur cette route représentent une sorte de délivrance pour les habitants. Nous sommes vraiment émus, nous sommes contents parce que notre route, on est en train de l'arranger. Nous sommes contents, on n'aura plus de problème de moto. Mais là même à 100 fois, la moto va nous porter, on n'aura plus de problème. On sent que cette route, si vraiment ça va durer, nous on n'aura plus de problème parce que le goudron est épais. Ça fait plus de 30 ans qu'un goudron comme ça ne s'est jamais passé. Tous ceux qui passent par le tronçon, foyer culturel, piste, en passant par le groupe 3, seront heureux. Même les agences peuvent passer ici pour laisser leurs passagers sans problème. On nous a longtemps trompés avec la pouzelane. Aujourd'hui, c'est une vraie route. La souffrance subie par les usagers de l'axe route foyer culturel national numéro 5 pendant plus de 3 décennies est désormais un lointain souvenir. La rue était très mauvaise, très détruite, tellement. Plein de nids de poules, nids d'éléphants. Nos mamans ne parvenaient même plus à se rendre au marché. Sur les motos, on se renversait même sur les pentes. Quand il pleut, il y a terriblement de la boue ici. Il n'y a même pas moyen de passer, de circuler. Quand vous prenez un taxi en ville pour le groupe 3 quartiers, on refusait. Ici, on était abandonné au partir de la ville pour le carrefour Monte-Carlo ou bien de la piste en ville. C'était un calvaire. Parfois, on préférait passer par le peloton. Une fois les travaux achevés, les habitants de Konsamba espèrent, comme le dit l'adage, que le développement suive. Je crois qu'après la route, il faudrait qu'il y ait de l'emploi, qu'on crée des sociétés pour amener les enfants de Konsamba à ne plus s'évader en ville. Que notre ville de Konsamba devienne une grande ville avec beaucoup d'entreprises, avec beaucoup d'emplois. Là, nos enfants ne vont plus partir. Seul quoi pour l'instant, ce tronçon long de 200 mètres, dont la réhabilitation n'a été attribuée à aucune entreprise, une chose qui laisse un arrière-goût d'inachevé. Ce reportage de Xavier Foka et Cyril Ndiemba met un terme à la première partie de ce journal. À présent, la seconde, elle est en langue anglaise avec vous, Fomi Armstrong Sanda. Good afternoon once again. Bon après-midi, Julien Bed-Bisa. Viewers, thanks for joining us in the second segment of news in the English language. We begin this second segment in politics. Some Cameroonians have castigated the move of members of parliament from the south region of Cameroon reacting to the recent anti-Biya protest that took place in Geneva, Switzerland, according to Cameroonians who have been reacting both on mainstream media and on social media across Cameroon. Such move is not good. Honorable Jean-Michel Ninchu, SDF member of parliament for the littoral region, indicated that the move of his colleagues of the south region of Cameroon is a shameful and a non-republican act. We have more in the following report. The letter written by members of parliament of the south region of Cameroon condemning the June 29 anti-Biya protest in Switzerland is generating conflicting reactions from Cameroonians. Their declaration has largely been associated with tribalism by some individuals on social and mainstream media in Cameroon.
But to one of the signatories, Honorable Jean-Jacques Zam, their prime concern was to reiterate the necessity to respect the figure of the president, who is not Mr. Paul Biya, but the president of the Republic of Cameroon. Honorable Jean-Jacques Zam says members of parliament of the South region of Cameroon in their declaration question the idea of protesters, not their ethnic origin, though he says his critical look shows that the Geneva, Switzerland protesters are all from a certain region of Cameroon. He argued that they had no intention to stigmatize Cameroonians of West regional origin. Honorable Zam says they will not dance to the tune of individuals advancing genocidal cause in Cameroon, advancing that such individuals should be punished by the law. Even without the signature of Honorable Martin Oyono, MP of the same region, signatories of the declaration say they are all in solidarity with the content, highlighting that Honorable Martin Oyono failed to sign as a result of ill health. Like some Cameroonians on social media, Honorable Jean-Michel Nenche, SDF Member of Parliament for the Littoral, in a release, condemned the declaration of his colleagues of the South region, qualifying it as a shameful and anti-republican act. We do not want the CDC to be privatized, although the activities of the corporation have been badly affected by the ongoing Anglophone crisis, reducing most of its activities to less than 40%, including all its banana estates that have been shut down, including the ones in the Manfi, in the Manu division, and the one in the Donga Mantu division of the Northwest region of Cameroon. This was the key message advanced by management of CDC to the visiting Minister of Agriculture and Rural Development. Cameroon's agricultural minister visited a CDC, and these and more were tabled before him by the institution badly affected by the Anglophone crisis. More with David Sidmaimo from Tiko in the Fako division. It is his maiden visit to the Cameroon Development Corporation, the CDC, since his appointment as Minister of Agriculture and Rural Development. The board chair of the Cameroon Development Corporation used the occasion to remind the minister of CDC's place in the economy of Cameroon. Cameroon is basically a rurally based economy, and agriculture plays a very important part in that economy. However, it was an opportunity for the General Manager of the Cameroon Development Corporation, the CDC, to inform the minister of the prevailing state of the corporation. We are visiting CDC at a time when she is horrendously hit by the ongoing socio-political crisis in the southwest and northwest regions. Indeed, we realized at the beginning of 2018 that CDC is a strategic target of the secessionists. The scars are palpably visible. Your Excellency, as at these dates, 16 CDC workers have been killed. 9 workers have sustained injuries of varying degrees from gunshots. 98 workers have suffered from assault ranging from fingers chopped off to kidnapping for ransom and physical violence. More than 11,600 jobs are seriously threatened. The corporation is unable to satisfy her contractual obligations, both in the domestic market and international. Nonetheless, the staff representative presented the state of affairs vis-à-vis the Anglophone crisis. The above statistics shows that the crisis within the CDC's areas of operation is growing day by day. The impact this disturbing situation is having on the CDC workers in particular and the economy of Cameroon in general. Rubber estates, 11 in number, 7 closed. Rubber factories, 5 in number, 3 closed. Palm estates, 7 in number, 4 shut down. Oil palm mills, 3 in number, 2 shut. Banana estates, 5 in number, all 5 are shut down.
Banana Park houses, 16 in number, all 16 shut down. Manfe project, one shut down. Ndonga and Manton project, one shut down. The minister, in his response, assured the corporation of government commitment towards the well-being of the Cameroon Development Corporation. Rest assured that we appreciate all work done by the general manager to ensure to process the CDC subvention, and thus I want to assure you of my commitment to ensure that you receive something very, very soon. I wish to end. And leaders of the Coffin Revolution was back to school in the northwest and southwest regions of Cameroon. Mancho BBC and Galim Felix, detained in the nation's political capital Yaoundé, have engaged on this campaign and equally calling on both parties in the conflict in the northwest and southwest regions of Cameroon to create an enabling environment to ensure the safety of children so they can be able to study come September 2019. More with Hermine Luga. The struggle has been now over 3 years, one which has nailed the destiny of many, most especially school children who haven't been able to acquire knowledge in classrooms. Being an utmost endless socio-political struggle, countless strategies have been initiated by the government to bring back order in this crisis-hit region to no avail. The local community rather adheres to safety measures. School children have stayed away from classrooms due to the fear of the unknown. Added to previous attempts to resolve the crisis, Komsin Mancho Bebigzi, leader of the November 21, 2016 Coffin Revolution, who says the education of a generation cannot be sacrificed for anything, no matter how legitimate the claims could be. He therefore stands for school resumption this coming academic year. We would recall Mancho's Coffin Revolution of November 2016 coincided with an Anglophone teacher strike, which called in support of grievances expressed by common law lawyers at the time. It was precisely on this day that the latter denounced the slow rate of economic and structural development in the city, declaring he was ready to die while protesting against the social and economic marginalization of Anglophone, a set minority. While currently serving a 15-year jail term at the Yaoundé Central Prison after his arrest on January 19, 2017 in Bamenda Northwest Region, and tried at the Yaoundé Military Court on charges of terrorism and secession, amongst others, Mancho Bebigzi joined his voice to that of Human Rights Watch and the United Nations Children's Fund, UNICEF, to call for effective school resumption. A move endorsed by some Cameroonians, notably those of the English-speaking regions. Justice Ayapo says it is a good initiative, but he is worried that the security atmosphere reigning in the northwest and southwest regions of Cameroon might make the initiative not successful. He calls on stakeholders to continue to consider the need for an enabling environment so children can go back to school come September. Innocent Aze tells us more. Chief Justice Ayapo Labine on his Facebook wall Monday endorsed the back-to-school campaign of the Coffin Revolution leader Mancho BBC across Anglophone Cameroon next September. Ayapo Labine, while mentioning there can be no nobler cause, raised a bet on a major cause for concern that remains. He projected insecurity or the war in Anglophone Cameroon, which differs from that of foreign countries like Syria, while describing destructions in such foreign wars as inadvertent or better still accidental, with undesirable consequences recorded. Ayapo Labine outlined that the Anglophone war rather sees homes deliberately razed in villages, schools attacked and burnt down on purpose, wounded persons extracted from hospitals and put to death through extrajudicial killings with impunity. An Anglophone war where homes are broken into and innocent persons unscrupulously shot and killed.
Still distinguishing the war in the northwest and southwest regions of Cameroon, the former Supreme Judge wrote that the young are the principal target, worsening matters. He cited an example being the shooting to death the 2-month-old baby in Moyoka months back, needless talking about young male youths seen in motion. Ayapol Abine thus wonders where and how the child is safe in the face of prevailing insecurity. To him, one would dare say that in the absence of an official truth and concrete demonstration of official valuing of human lives, especially amber human lives, invitation to return to school is akin to invitation to their death. The government, he says, must do much more. In what he writes, Final Analysis, Ayapol Abine says it is for every parent to evaluate the safety for their children in school and take the necessary decision. He added that what some quarreled with in the past was the Amber authorities placing general embargo on children going to school. Now that the embargo has been lifted, the retired justice noted one were there to opine that attendance may not be a collective resolution as safety remains highly at stake. And for the youth to succeed in Cameroon, even at a time when the security atmosphere is worsening, they must consider thinking investment instead of thinking consumption. This message came out of an expert seminar that took place in the southwest region of Cameroon. The initiator, Mr. Musoke Lucas Lionga, was speaking to students of the University of Buea. Derek Jato fighting this report from Buea. They say they are the active force of every society, the age group with the sharpest brains to change and adapt, especially with the changing technology. But yet, these youth keep on complaining that they don't feel belong in their own environment. They ought to have been on the driving seat. Financially, it's really tough. It's really tough in Cameroon. Actually, where then is the problem? No one is spared, for even the youth who have gone to school are also wanting. Go to school, yes, they go to school with wisdom. We are in an age now that you don't just go to school because you want to go to school. You go to school because you know what you need to go and take one thing from there and add. That makes sense. These are university students attending a seminar in Buea on how to think different. And today, Mr. Musoke Lucas Lionga, a motivational speaker and the organizer of this seminar, is telling these Cameroonian youth to stop thinking like Cameroonian youth. Most Cameroonians think the way of consumption, not the way of investment. Not to think the way of Cameroon is not to think the way of consumption, but rather to think the way of investment, because it is investment that brings development. And after the session, some of these participants started pointing where they have been going wrong. Actually, we as youths of today, we face so many challenges like dependency, because like students we depend most on our parents, which is not actually the best. The challenges of the youth, they don't look, they don't search, they don't do findings to see what is happening around. But to others, the Cameroon government poor educational system is responsible for their frustration. Yeah, for me, I would shift the blame to the government. But Mr. Musoke Lucas Lionga, at the end of the day, told these youth that thinking the way out of their predicament is directly controlling the wheels to success, and the choice is theirs. And that report brings us to this edition of the news on Equinox Television. Thanks for staying with us. The next edition of the Bilingual Newscast comes up at 4 p.m. Julien and I will be back, God willing. Julien, see you at 4 p.m. Vous l'avez dit, Fomi Armstrong Sandal, le prochain rendez-vous d'information. Mesdames et messieurs, c'est lorsqu'il sera 16h sur cette même antenne. Merci d'avoir suivi cette édition bilingue du journal.